Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans l'Hémicycle TV, on se dit tout, décideur engagé. Stéphane Truchy, c'est votre émission, vous êtes un décideur engagé, on va en parler. Vous êtes le président du groupe IFOP, c'est bien cela, hein? Exactement. L'IFOP, c'est un célèbre institut de sondage en France, historiquement l'Institut français d'opinion publique, fondé en 1938. Avant de parler de l'IFOP, avant de parler des sondages, ça intéresse énormément de monde, les sondages, on va parler de vous, de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a construit, qu'est-ce qui vous a porté dans la vie et quels sont vos engagements, si vous en avez ailleurs qu'à l'IFOP, par exemple? Alors d'abord, moi, j'ai une passion pour ce métier. C'est un métier que j'ai toujours aimé. D'abord, je n'ai fait que ça, je ne sais faire que ça. Votre carrière a été ma carrière a été dans les instituts de sondage et de marketing, d'études marketing. Absolument. Parce que sondage, c'est réducteur. Quand oui, on sondage, on passe au sondage publié, mais les sondages, c'est toutes les études marketing qui permettent de comprendre les comportements de consommation, les comportements citoyens, la société, enfin, c'est ça. Et en fait, moi, j'ai toujours eu une passion sur la sociologie, en fait. J'ai toujours aimé comprendre, disséquer ce qui se passe. Et du coup, j'ai cette passion d'essayer de tous les jours, à travers les études qu'on mène, de décoder les clients du luxe, les acheteurs de produits de grande consommation, les parcours beauté des femmes, tout ce qui va toucher la société, tous les comportements de vie, de consommation, les comportements aussi d'interaction entre les gens. Et on est dans un monde qui bouge tout le temps. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Vous faites combien de sondages par an? 700 sondages publiés. Ouais. C'est-à-dire qu'on encombre tous les jours les radios, les télévisions. L'espace médiatique. Tout le monde nous entend tous les jours. On fait partie de la vie quotidienne du petit déjeuner des Français qui se lèvent le dernier sondage IFOP. Donc c'est intéressant parce que du coup, on est tout le temps pris avec l'actualité. Donc c'est un métier qui doit être très attentif à ce qui se passe, à ce qui bouge. Ça, c'est passionnant en fait. Soit le sondage fait l'actualité, soit l'actualité génère des sondages finalement. Alors, c'est une très bonne remarque parce qu'effectivement, c'est toute la question de l'influence du sondage sur l'opinion. Oui, c'est ça. Ça marche dans les deux sens, mais ça fait aussi partie, tout autant que les réseaux sociaux, tout autant que les médias, ça fait partie des choses qui s'écoutent, qui se regardent. Et après, on trie, on écoute, on a tous du discernement, on est capable de dire ça a de la valeur, ça n'en a pas, ça m'intéresse pas, il est nul ce sondage ou il est très bon. J'aime ou j'aime pas les résultats qu'il communique. Je m'y reconnais pas. Mais nous, on fait un sondage. Un sondage, ça ne fait que restituer l'opinion qu'on collecte de l'opinion des gens. C'est une photo à un instant T. C'est une photo. Voilà. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Alors, oui, elle vaut ce qu'elle vaut. Le problème, c'est que la critique, souvent, on dit que le sondage n'est pas représentatif, que les modes de calcul ou de sondage ne sont pas forcément représentatifs de l'opinion en général. Ça, vous réfutez? Ça, je réfute totalement. Ouais. On n'existe pas depuis, vous l'avez dit tout à l'heure, 1938, dans ce métier sans avoir des gages par rapport à l'intégrité, par rapport à la façon de faire, parce qu'on est très exposé. Vous prenez pendant les périodes électorales ou quand il y a des tensions dans la société, un sondage, c'est un élément d'évaluation. Et donc, si on le faisait mal ou qu'il était fait dans des conditions irrégulières, il y a une commission des sondages qui valide. Tout ça, c'est très cadré. C'est pas juste on fait un sondage, on pose 3 questions. C'est pas les sondages de RTL le matin qui sont pas des sondages qui sont. C'est pas des sondages faits. On appelle les gens, ils appellent sur un téléphone, on sait pas qui c'est. Nous, on est régis par des règles de représentativité, de construction d'échantillons et d'interprétation qui sont cadrées. Avec des questions précises, c'est la question qui compte dans le sondage. La formulation de la question est clé, vous avez raison. Voilà. Si je vous demande une question biaisée, vous allez répondre biaisée. Si je prends une question avec des modalités de réponse qui vous donnent la possibilité du choix, objectivement, on aura un choix objectif. Les sondages particulièrement scrutés, alors c'est aussi une autre problématique par les hommes politiques. Au point d'adapter aussi la politique en suivant les sondages. Donc c'est là où parfois c'est peut-être un peu abusif, non? Même ceux qui disent qu'ils n'écoutent pas les sondages les dévorent. Mais évidemment. Donc tout ça, c'est... Il y a même des sondages secrets au niveau des ministères. Totale. Il y a des sondages secrets. Il y en a qui font des sondages et qui disent qu'ils ne croient pas aux sondages. Tout le monde mange l'information qui vient du sondage parce que c'est prendre la température de l'opinion. Parce que qu'est-ce qu'il y a d'autre comme température? Si vous faites un meeting électoral, vous allez avoir vos électeurs. Si vous sortez dans la rue, vous êtes dans le quartier, et ce quartier il a peut-être des opinions très différentes de l'autre, quartier voisin. La force de notre métier, c'est de capter l'opinion
dans un sens représentatif. Et donc, tout le monde a besoin de cette information pour avoir un bon diagnostic. Une marque, un Danone ou un Chanel, quand ils vont faire des études, ils vont essayer de comprendre l'opinion de leurs clients, des gens qui pourraient être leurs clients. Et ça ne se croise pas dans la rue. Bien sûr, on sait recruter ces gens-là, les interroger et leur poser les bonnes questions. Donc c'est une information qui est un insight. Pour les entreprises, c'est un facteur de développement, de croissance important pour ces entreprises, pour le lancement d'un produit, vous le disiez. Oui, c'est en tout cas, ça évite de faire des grosses erreurs. Je ne dis pas que tout sondage va donner la réalité. Hein. Parfois, les gens vont vous dire oui, mais le lancement n'a pas été tel qu'on le voulait. La campagne de communication n'a pas été celle qu'on voulait, le prix est trop élevé, il y a un concurrent qui lance un produit meilleur au même moment. Tout ça, ce n'est pas prédictif du sondage. Mais la marge de manœuvre, la marge d'erreur est quand même faible. Alors, plus on a des échantillons importants, plus la marge d'erreur est faible. Plus on a une bonne maîtrise du sujet et un historique de data, plus la solidité de ce qu'on va recueillir est forte. Donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'instituts de sondage qui font des études publiées, des études politiques, notamment les prévisions électorales. Nous sommes 5 ou 6 sur le marché à faire des choses sérieuses. Oui, c'est très important, hein, les prédictions électorales. C'est le savoir-faire. Avec les erreurs, hein, il faut toujours, d'ailleurs, il y a toujours la précaution de dire ce n'est qu'un sondage, effectivement, mais c'est un sondage qui peut être révélateur. Un sondage, ça coûte cher, non? Ça dépend de ce que vous appelez un sondage. Une question, vous avez des sondages à 1 000 €. Quand vous avez 2 questions d'opinion rapide, et puis vous avez des grosses études sur des analyses d'images de marques au niveau mondial, où on est des sujets qui vont plutôt toucher autour du million d'euros. Donc, oui, ça dépend du panel aussi qu'on veut. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, ce qu'on fait pour les grandes marques est très international. Aujourd'hui, plus de 50% de l'activité du groupe IFOP est faite en dehors de la France, alors que l'opinion pèse à peu près 20% de notre groupe. Et ça, c'est du franco-français. Mais sur les 80% qui restent, c'est plus de 60% qu'on fait au-delà de nos frontières. Et plus on va effectivement avoir un rayon d'action large, plus l'étude va avoir un coût important. La data, vous en parliez, les données, ce stockage de données qui permet d'affiner les sondages, c'est un enjeu de protection aussi de ces données. On est très exposé au RGPD. C'est-à-dire que nous avons une mission qui est à la fois d'interroger des individus et de générer de la data. Et nous sommes les plus exposés. Comme c'est de la data individuelle, parce qu'on interroge les gens, il faut quand même qu'il y ait des vérifications, des validations de qui nous interrogeons. Donc on doit quand même s'assurer que nos enquêteurs interrogent les bonnes personnes ou qu'en online on interroge les bonnes personnes. Mais derrière, on est régi par des règles extrêmement strictes de gestion de fichiers et d'anonymat des réponses qui sont données. Et là, on est au cœur du RGPD. Oui. Et l'intelligence artificielle, est-ce que c'est un enjeu aussi au service de la data et des études d'opinion ou pas encore? Évidemment. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça va être une arme extrêmement puissante pour nous. Pourquoi? Parce que au-delà des datas que nous construisons, et donc nos datas que nos clients, on va appeler les datas propriétaires, celles qu'on construit pour nos clients, il y a aussi toutes les datas qui existent. Et il y a de la data ouverte, il y a de la data propriétaire du client, mais dans d'autres univers, environnements que les nôtres. Et aujourd'hui, on nous demande de plus en plus de créer la synthèse de tout ça pour détecter ce qui se passe, ce qui bouge, etc. Donc le sujet de l'intelligence artificielle est très important parce que demain, il va nous permettre d'accélérer complètement la gestion et l'analyse de la data. Donc à la fois sur la partie collecte aussi, ça va nous aider pour identifier les bonnes personnes à interroger. On a même la capacité aujourd'hui, on est en train de tester ça, à partir de données qu'on a sur certains individus, la capacité d'aller reconstruire sur des échantillons de gens très difficiles à atteindre. On arrive à reconstruire avec l'intelligence artificielle des individus construits à partir de ces individus-là pour augmenter l'état d'échantillon. Bien sûr, c'est fait en toute transparence. On fait ça en informant nos clients, mais la puissance de l'intelligence artificielle est phénoménal. On va le développer. On le développe pas. C'est une question de loi tout à l'heure, mais on va passer à la question d'un étudiant de l'ESCP pour commencer. Question d'une grande école et c'est tout de suite après le jingle.
La question de l'ESCP, l'une des 3 écoles de commerce parisiennes qui fait partie du top 3. Stéphane Truchy, quelles sont les valeurs qui représentent justement l'IFOP? Alors, on a installé 4 valeurs au cœur de notre entreprise. La première valeur, c'est la proximité. C'est important la proximité parce que on doit toujours être très proche de ce qui se passe dans la société. Il faut en permanence être un capteur des tendances, de ce qui bouge, de ce qui est en train d'évoluer, des crises, des opinions. Et donc, cette proximité aux phénomènes qui sont émergents, elle est très importante. Et au-delà de ça, on a aussi le besoin d'être proche des gens avec qui on travaille, parce que les choses vont de plus en plus vite. Et la proximité va nous aider à vite mettre en place en tout cas des actions de correction, d'évolution, d'interprétation de ce qui se passe dans la société. Donc cette proximité, elle est au cœur de nos valeurs. La deuxième, c'est l'ouverture. Pourquoi l'ouverture? Parce que le monde est large, le monde est extrêmement volatile, il bouge. Il faut avoir ce regard un peu 360 degrés, c'est un peu général de dire ça, mais en tout cas avoir ce regard qui fait que on ne peut pas juste avoir une analyse par un petit bout des choses. On est obligé d'élargir le spectre pour bien comprendre. Donc il faut être ouvert à la société, il faut être ouvert à la façon dont les gens s'expriment, bougent, vivent ensemble, à toutes leurs nouvelles façons de se connecter. Donc il faut aussi élargir cette ouverture pour se donner un regard plus périphérique, parce que les choses sont tellement complexes aujourd'hui et bougent tellement vite que si on n'a pas cette ouverture intellectuelle, on n'arrive pas à comprendre les phénomènes de société. Pour avoir cette ouverture intellectuelle, est-ce que ça passe aussi par une meilleure inclusion économique, une représentation finalement de toutes les personnes au sein de l'IFOP? Alors on a beaucoup de diversité de profils, c'est-à-dire que internationaux, forcément. D'abord, on a des activités en Chine, on a une 50aine de collaborateurs en Chine. On est les premiers instituts français à s'installer en Chine. Et on a aux États-Unis, pour tout le continent nord-américain, une filiale qui est basée là-bas, ce qui nous permet même d'avoir un regard sur les 3 grandes régions du monde, là où tout se passe. On n'est pas encore en Afrique. L'Afrique, c'est plus compliqué. Parce que des problèmes à la fois d'accès, même de façon d'interroger les gens, ça reste un territoire compliqué. Donc vous avez raison, on est beaucoup dans cette ouverture aussi sur des profils différents qui viennent de différents, des gens qui viennent de la data, des gens qui viennent de la sociologie, des gens qui viennent de formations plus classiques de marketing, mais on a effectivement cette ouverture sur des profils, beaucoup de psychosociologues, on a cette ouverture sur différents métiers aussi. On va passer à la question de Deloitte à présent. Grande entreprise, grand cabinet de conseil et d'audit, l'un des 4 plus grands cabinets d'audit au monde, et c'est juste après le jingle. La question de Deloitte pour vous, Stéphane Truchy. Alors, on parlait de l'intelligence artificielle et du fait que ça allait révolutionner aussi les instituts de sondage. Comment est-ce que vous l'intégrez concrètement, l'IA, dans votre stratégie globale? Alors déjà, la première chose, c'est d'embarquer l'entreprise. Je pense que, je vous rappelle qu'il y a un an, on ne parlait pas d'intelligence artificielle. Donc c'est un tsunami qui a déferlé. Et chez nous, c'est un tsunami à la fois finalement dans la façon dont on doit se réorganiser, et c'est un tsunami dans l'analyse de ce que l'on fait. Donc il va falloir que nos équipes s'approprient. Donc on a développé déjà des systèmes d'intégration de l'IA auprès de nos équipes, c'est-à-dire tous les collaborateurs du groupe IFOP ont aujourd'hui des logiciels qui leur permettent d'utiliser l'IA avec des cycles de formation au prompt. Tout ça est en place déjà depuis maintenant plusieurs mois. Et donc ça, c'est la partie interne, qui va d'ailleurs aussi s'interpréter sur finalement ce que ça va avoir comme incidence sur la performance de l'entreprise, parce que ça a des incidences sur l'organisation. On va essayer de déplacer la valeur de premier travail qui pourra être fait par l'IA vers cette valeur humaine. On va plutôt la mettre sur la valeur ajoutée. Donc l'idée, c'est de monter en qualité d'analyse. On a des bac plus 5, nous, on a des gens de niveau d'analyse. Donc les mettre plutôt sur des fonctions d'analyse que des fonctions de préparation des documents, c'est quand même plus intéressant. En revanche, on aura toujours besoin dans nos métiers
de l'intelligence humaine. C'est-à-dire l'intelligence humaine, c'est celle qui va permettre d'avoir les bonnes intuitions, de mettre en perspective des choses et de construire en fait une analyse, une interprétation, de poser les bonnes questions bien sûr. À un chat GPT ou équivalent, qui sont les questions qui sont pertinentes. Et ça, on est quand même un métier d'analyste et de tracker d'insight. Rien de plus fort que l'intelligence humaine pour avoir ces intuitions, ces moments où on se dit non, c'est pas ça, c'est ça, poser la bonne question. Et ça, c'est autre chose. Dans un monde évolutif, en plus, voilà, avec une perpétuelle remise en question des données, finalement. Et la même mise en commun. Les moteurs d'intelligence artificielle ne mettent pas forcément en rapport des choses qui sont sur des registres très différents. Et puis, il faut leur apprendre aussi comment penser. Donc, voilà. Par contre, c'est un outil fantastique de simplification. Des tâches pas primaires, mais bon, qui sont et donc, on développe des offres, on travaille beaucoup sur la mise en place, mais nos clients ne sont pas encore prêts non plus. C'est-à-dire que nous, une question de fiabilité peut-être encore qui n'est pas... Il faut quand même emmener les gens pédagogiquement à y venir. Donc, on en fait beaucoup de réunions avec nos clients où on explique ce que nous met en place, où on travaille que sur les potentialités. Et du coup, c'est intéressant parce que finalement, c'est work in progress together, parce qu'on est avec eux et on avance. Ensemble. Merci beaucoup. On va passer à la question de l'hémicycle. Cette fois, c'est vous qui allez peut-être poser une question à nos politiques ou en tout cas parler d'un sujet qui vous tient à cœur. C'est juste après le jingle. La question de l'hémicycle, Stéphane Truchy. La question que vous avez envie, vous, de poser à nos hommes politiques, comme si vous étiez dans l'hémicycle. Vous êtes au pupitre, vous avez 2 minutes face caméra, droit dans les yeux, pour les interpeller. La question que j'ai, c'est sur quelque chose qu'on constate et qui finalement est un peu inquiétant. C'est sur la montée de l'intolérance, de la culpabilité et plus globalement de la liberté d'expression. Nous sommes beaucoup sur le terrain de l'opinion, de la société, et je vois monter quand même une intolérance, une incapacité d'écouter, de s'écouter. Et la question que je pose aux politiques dans ces temps où il y a beaucoup de contraintes, c'est comment résoudre ce problème de l'intolérance pour avoir une société où on retrouve cette liberté d'expression sans avoir l'impression que dès qu'on va s'exprimer, on va être puni. On va être puni, on va être montré du doigt, on va être dénoncé. J'ai envie qu'on revienne à une société où nos politiques réintègrent la tolérance et l'écoute comme des choses un peu fondamentales pour que cette société avance d'une manière ouverte, positive et qu'elle puisse retrouver une liberté dans la façon que nous avons de nous adresser les uns aux autres. Je trouve que c'est ce qui aujourd'hui pénalise le plus la société, c'est cette incapacité que nous avons à nous écouter et à nous donner finalement cette liberté de communiquer. Voilà, le message est passé. Que peut faire le politique sur cette liberté d'expression? Vous pensez que c'est son rôle ou est-ce que c'est pas la faute des réseaux sociaux finalement de trop c'est les réseaux sociaux, c'est les politiques critiquer. Aussi, c'est toutes les mesures qui sont prises pour interdire à tel ou tel courant de s'exprimer. C'est aussi des partis politiques qui se ferment, notamment les partis les plus extrêmes, qui ferment totalement l'idée de l'ouverture et de la tolérance. Et donc il y a aujourd'hui un sentiment que chacun détient la vérité et que l'autre ne détient pas la vérité. Je pense que la vérité, elle est détenue de façon partagée par les uns et les autres. Et ce qui fait avancer, c'est l'écoute. C'est l'écoute et le dialogue. Exactement. Et le débat, surtout. Et le débat. Merci beaucoup Stéphane Truchy d'avoir participé à On se dit tout sur l'Hémicycle TV. Merci à vous pour votre fidélité à notre émission et on se retrouve évidemment très très vite pour un prochain numéro. En attendant, vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.